Allez, aujourd'hui, nouvel épisode, encore un, finalement, Benyat, tu vas être l'un des habitués du podcast. Je suis très content de te recevoir. On avait prévu cet échange déjà fin d'année 2023. Et puis, au final, pour caler les agendas, ça s'est fait maintenant. On est le 22 février. Et ça y est, tu as décidé de ton planning de course. Tu as traversé une fin de saison aussi qui était un petit peu difficile l'année dernière. Il y a pas mal de sujets que j'ai en tête et que j'aimerais aborder avec toi. Mais avant tout, comment ça va, Benyat? Mais bonjour François, bonjour tout le monde. Donc jamais 203 François, donc c'est la troisième Ouais, ça va. avec toi. Voilà. Donc tu vois le proverbe, il est bien réel. Mais ça va bien. Alors encore, si on parle niveau forme, niveau sportif, très loin de mon niveau de compétition, mais bon, les objectifs sont pas là de suite et la saison sera longue, donc voilà. Mais sinon ça va, le moral est bon, ça va. Il est très Ouais, bon. c'est vrai que la dernière fois qu'on avait échangé, c'était l'été dernier. On avait parlé de la vie de trailer élite. Comment est-ce que sont un petit peu les coulisses. Et c'était hyper intéressant de te recevoir parce que t'as quand même traversé un peu le désert, le parcours du combattant, le fait de devoir vivre de son activité sportive. La toute première fois qu'on s'était eu sur le podcast. C'était justement, tu venais de faire troisième sur la diagonale. J'invite les auditeurs à aller écouter cet épisode qui était vraiment prenant parce que tu partageais vraiment en toute transparence tes difficultés, ton parcours, etc. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis que maintenant tu as même gagné la diagonale et depuis tout ce temps que maintenant que tu vis de cette activité, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben, beaucoup de choses ont changé. Alors, bien évidemment, ça reste surtout du positif, mais ce que j'ai pas, moi, ce que j'avais pas vu, ce que j'avais pas vu arriver, c'était en fait l'engouement médiatique qu'allaient pouvoir générer ces résultats-là sur les distances, on va dire à 100 miles, ou vraiment les ultras. Je n'étais pas prêt à tout ça. Et aujourd'hui, dans un monde, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est en train de se professionnaliser de plus en plus, ben moi, je me suis retrouvé juste seul avec mes proches, ma famille, et nous y connaissions rien du tout dans ce milieu professionnel, mais vraiment rien du tout. Donc en fait, tu dois quasiment, pas du jour au lendemain, mais en très peu de temps, ben, gérer la communication, l'image, après ben, les partenariats, les sponsors, les recherches de partenariats qui sont capitales ben voilà, pour faire entrer de l'argent et assurer, assurer de faire tourner le foyer et la vie de famille. Il faut répondre à de nombreuses sollicitations des médias, mais voilà, des revues, un peu de télévision, des radios, des podcasts et compagnie. Bon, tout ça, ça arrive d'un coup en fait. Et quand tu n'as pas de structure, ce qui était mon cas, et qui, qui t'encadre bien, en fait, c'est très compliqué. Parce que c'est très compliqué d'être sur tous les fronts. Tu veux essayer de bien faire, mais tu n'y arrives pas. Alors, c'est pas nouveau. Beñat Marmisol, il a jamais été très fort sur les réseaux sociaux. Bon, c'est comme ça, hein, voilà. C'est pas trop mon truc. Donc, heureusement, j'ai du monde qui me gère ça. Mais des fois encore, on est perfectible sur certaines choses. Il y a peut-être des messages ou certainement beaucoup de messages qu'on reçoit et qu'on ne répond pas ou qu'on n'a pas répondu. Et en fait, les gens, il faut qu'ils sachent une chose, c'est qu'en fait, il faut surtout pas m'en vouloir. C'est parce que déjà, moi, je gère pas ça. J'ai des personnes qui gèrent et c'est pas simple non plus. Il y a beaucoup de choses à s'occuper. Et à côté de ça, ben, il y a tout ce que j'ai dit, les partenaires aussi. Et ça, c'est pas évident parce que soit on a de la chance d'être dans des réseaux, comme on dit, on a peut-être une personne, entre guillemets, un agent qui va travailler pour toi, qui va être ou connaître le milieu, les team managers dans les équipes, les différents teams ou compagnies. Bon, mais quand tu n'en as pas ou que tu connais pas, ce qui était mon cas,
c'est vraiment très compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas sur Internet, tu cherches les contacts que tu peux essayer d'avoir, et puis tu envoies ton book, ton CV, t'écris, et puis voilà, tu obtiens des réponses, beaucoup de réponses. Certaines ne te répondent pas. Bon, après, voilà, c'est moins appréciable parce que je pense que dans la vie, la moindre des choses, c'est, ben, même si tu n'intéresses pas, mais la politesse, c'est de répondre. Voilà, moi je le dis comme je le pense, mais bon, chacun a sa vision, mais beaucoup quand même répondent. Mais après, voilà, il faut rentrer dans la partie discussion, tout ce que voilà, tout ce qui va être en termes de contrat, et ça, c'est très 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 anxiogène, très énergivore, et ça prend beaucoup de temps. Et en plus, ça perturbe beaucoup un athlète. Et je pense que beaucoup de monde qui vont certainement m'écouter vont se reconnaître à travers tout ce que je dis. Et là, ce qui rentre en compte après, c'est qu'en fait, toi, l'athlète, tu vois, t'es censé quand même être à la base athlète, tu vois. Tu dois t'entraîner, tu dois préparer des compétitions et essayer d'être le plus performant possible ou le mieux entraîné possible pour réaliser ces performances-là et puis pour pouvoir te vendre auprès des sponsors qui t'accompagneront et qui te feront confiance. Sauf que quand tu as tout ça à gérer, c'est vraiment très 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 dur psychologiquement. Et on s'aperçoit que de plus en plus d'athlètes de haut niveau dans beaucoup de domaines, il y a des problèmes, comme on dit, de soucis mentaux, tu vois. Et je lis des articles sur des biathlètes, ceci, cela, enfin voilà, des dépressions, dans les cas les plus extrêmes et terrifiants, des suicides. Enfin, mais en fait, je peux comprendre. S'il y a quelques années, je ne le comprenais pas. Aujourd'hui, je me rends compte que si tu n'es pas structuré et si tu dois gérer tout ça tout seul, eh bien, tu n'y arrives pas. Donc, moi, j'ai eu des moments et des passages relativement très délicats, notamment, peut-être on y reviendra après, mais je vais faire la parenthèse, après mon abandon sur l'UTMB 2023, où j'ai dû supporter ou entendre une certaine pression, on va dire, médiatique. Enfin, ça me fait gentiment sourire, où certains gentilles personnes ont fait des allusions comme quoi c'était extrêmement bizarre qu'un athlète, sans me nommer évidemment, parce que ces personnes-là sont très courageuses, mais abandonné si tôt dans la course, en ayant une défaillance. Enfin, comment se faisait-il? Et ça cachait beaucoup de choses, et ça cachait certainement peut-être des suspicions de dopage qui faisaient que j'avais abandonné. Bon, ça c'est un autre sujet. Hein. Bon, déjà ces personnes-là, elles sont très courageuses parce qu'elles parlent, comme moi je parle là, à des milliers ou des millions, je ne sais combien d'auditeurs qui vont un jour, entendre des ça, millions, un jour, un jour. qui peuvent être influencés. Et voilà, c'est pas très gentil comme ça de baptiser gratuitement et de salir. Mais le linge sale se lave en famille, et c'est pas ma famille, mais je pense que je l'ai lavé et le message a été passé précédemment, et je pense que je n'ai plus à en revenir sur ce sujet-là avec eux. Je n'ai pas à me justifier. T'en as souffert de ça, de ces allusions, parce que effectivement, moi qui suis un petit peu dans le milieu, j'ai entendu ces bruits de couloir. Alors comme nous, on se connaît, on commence à se connaître, on s'est vu en dehors du podcast, etc. J'y ai jamais cru un mot, mais honnêtement, je dis pas ça juste parce que t'es au micro, mais enfin les personnes qui me l'ont dit, j'ai dit non, j'y crois pas, et tant qu'il n'y aura pas un communiqué officiel, je ne voudrais pas le croire. Et tant que Beñat me l'aura pas dit, je ne le croirai pas. T'en as souffert de ça, de ces rumeurs? Alors déjà, merci François de croire en mes valeurs et en nos valeurs, puisque nous avons quand même, pour avoir beaucoup échangé, la même vision des choses sur notre sport. Donc merci beaucoup, c'est très gentil et ça me touche beaucoup. Et ensuite, j'en ai pas souffert. J'ai été presque détruit. Alors vous allez me dire, mais Beñat, j'ai eu un paquet de gens qui m'ont soutenu et qui m'ont dit, mais Beñat, il faut que tu sois plus fort mentalement. Ouais, mais aujourd'hui, quand je vais faire, je vais faire un parallèle, quand tu es employé en CDD dans une entreprise ou dans n'importe quoi, comme moi qui suis athlète pro, mais
c'est pas un CDI, tu vois. Et puis même si un CDI, tu peux être licencié à n'importe quel moment. Quand sur une course aussi importante que l'UTMB, déjà, tu vois, t'es dégoûté parce que t'as raté ta course, t'abandonnes, t'as essayé d'aller au bout du bout. Et en plus de ça, tu as risqué avec ta santé parce que, pour ceux qui ont suivi ce qui m'est arrivé, ben, j'aurais pu mourir de ce qui m'est arrivé si j'avais vraiment continué plus loin que Courmayeur, puisque c'est très grave de faire une radiomyolyse. C'est très, très rare. C'est très, très grave, pardon. Donc déjà, ça fait pas rire. Et en plus de ça, mais tous ces bruits de couloir dans le petit milieu du monde du trail, c'est un peu comme voilà dans le cyclisme et tout ça. C'est pas, t'as pas 100 écuries, 100 teams au monde. Enfin, c'est tout se sait, tous les bruits, ça parle, ça chape. Alors il y a de la vérité qui se sait, mais aussi tous ces mensonges qui sont et cette calomnie qui est remuée là, tu vois, comme on dit, tu remues le caca, comme on dit, voilà. Mais moi aujourd'hui, je suis un team manager, ou je ne sais, enfin team manager ou recruteur de, ou employeur de Baignat Marmissol, j'entends tous ces bruits de couloir. Alors, oui, je crois aux valeurs que prône Baignat, parce qu'il ouvre tout le temps sa gueule sur les réseaux dès qu'il sort. Il prône, tu vois, un sport propre, une identité, enfin quelque chose, des valeurs, quoi, tu vois, des vraies valeurs, comme nous sommes énormément à défendre. Mais il y en a d'autres, eh bien, ils peuvent être un peu sensibles ou susceptibles à ces choses-là qui sont dites et se dire, oh putain, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ça? Parce que moi là, j'ai pas envie de prendre un type qui peut-être est pas si clean que ça, selon encore une fois d'où la source peut sortir, tu vois, ça peut faire peur. Et là, par contre, c'est plus du tout marrant. Parce que moi, aujourd'hui, c'est mon boulot, là, tu vois. Alors moi, là, celui qui a dit ça sur moi, là, parce qu'il va se reconnaître quand il va écouter le podcast. Si je lui dis que j'ai vu sa gonzesse avec un autre mec, là, dans une bagnole, et que la bagnole est secouée dans tous les sens, il va rigoler, là, lui. Là, il va se dire, mais Baignat Marmissol, c'est un connard. Parce que là, il est en train de dire à la radio que je suis cornard, que je suis cocu. Là-bas, en Haute-Savoie, tu vois. Ben ouais, je vais le dire. Mais sauf que j'invente, tu vois. C'est pas vrai. Mais lui, quand il a fait cette allusion sur moi, il a inventé. Parce que si, sur les nombreux contrôles que j'ai, depuis 15 ans que je fais du trail, et malgré qu'il n'y en ait pas assez, il y avait eu un doute sur moi, ou sur quoi que ce soit, je pense que je serais dans une liste cible, ou je ne sais comment on les appelle, rouge, de tout ce qu'on veut. Et dans le milieu, ça se saurait, dans le milieu. Hein. Bon, mais ça fait mal. Donc je ne sais pas si j'ai été clair sur ma réponse, mais ça me fait mal à moi. Et ensuite, il y a tous mes proches, tout mon entourage, mon fils. Papa, il le voit, il voit s'entraîner dur, il voit comment je souffre, comment j'en chie, excusez-moi de parler comme ça, pour essayer d'avoir le niveau d'un athlète international quand on voit aujourd'hui le niveau impitoyable que c'est, comment ça va de plus en plus vite. On est de plus en plus nombreux sur une ligne de départ pour prétendre, voilà, potentiellement à la victoire, et je m'en mets pas, et je ne me mets pas dedans, puisque je finis vraiment loin quand on voit maintenant, enfin bon bref, je vais pas commencer à faire le Calimero, mais la réalité elle est là. On est dans un milieu impitoyable. Donc papa ou tout ce qu'on veut, hein, le père de famille que je suis, l'enfant, le mari, tout ce qu'on veut. Moi, mon intégrité, là, elle est mise complètement en doute. Et je peux pas l'accepter. Voilà, je ne peux pas l'accepter, donc ça m'a détruit. Derrière, l'UTMB, François, et pour tous ceux qui m'écoutent, je l'assume et j'ai pas honte, je me suis effondré mentalement. Je me suis effondré. Et j'ai eu un décès qui est arrivé juste après, 10 jours après l'UTMB, j'ai perdu ma belle maman, avec qui j'étais très 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 proche. C'était comme ma deuxième maman. Ça fait beaucoup. Il faut être fort. Alors voilà, la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Mais je peux vous dire, il faut être fort. Et quand vous êtes sali comme ça, gratuitement, eh bien, il faut, voilà, vous en voulez sur le moment, comme on dit, à la terre entière. Et il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que je digère tout ça, que je passe à autre chose et que que je sois plus fort mentalement. Mais avec tout ce qu'on a évoqué avant,
la gestion, voilà, d'un athlète pro, la carrière, les partenaires, les ceci, cela, plus tout ça, devoir vite se remettre en selle, parce que pour la parenthèse, Beñat, il voulait être sur le départ de l'UTMB 2024, il fallait gagner les Rolling Stones que je n'avais pas à ce moment-là. Donc avec ma rhabdomyolyse et mes 2 mois quasiment d'arrêt de sport médical, alors 2 mois pas total, 1 mois quasi total, et après j'ai pu reprendre, mais vous imaginez bien que pour récupérer un niveau, un top niveau, le temps qu'il faut et les sacrifices et comment c'est très très compliqué, il me restait qu'une solution, c'était fin d'année en Thaïlande, d'aller essayer de faire un top 10 à la Doi Inthanon pour pouvoir prétendre à gagner les Rolling Stones pour 2024 et cette UTMB, et qui faisait que pour de nouveau mes partenaires, mes sponsors, tout ça, voilà, je regagnais de la crédibilité et une valeur marchande sportive, tout simplement. C'est-à-dire, Beñat, après un gros échec, il a été capable de finir dans le top 10, de se remettre en selle sur le cheval ou sur le bourricot, comme on veut, et puis là, il a réussi à prouver qu'il pouvait être présent sur la ligne de départ en 2024 à Chamonix. Mais ça a été dur. Je vous jure, ça a été très très dur. Mais on a Qu'est-ce qui t'a aidé concrètement à remonter la pente? Le sport, la famille, les amis, un petit peu de tout ça? Ma famille et tous les gens, ma famille, évidemment le sport, mais ma famille et tous les gens qui me soutiennent, que ça soit amis ou tous les gens qui m'écrivent sans me connaître physiquement, mais qui me soutiennent et tout ça, ça n'a pas de prix. Et mes sponsors qui croient en moi, mes partenaires, voilà, ça n'a pas de prix. C'est grâce à toutes ces personnes-là et tout cet environnement-là. Mais ça a été dur. Je peux vous dire que ça a été dur. C'est quoi une rhabdomyolyse? Est-ce que tu peux l'expliquer avec tes mots? Parce que c'est pas une maladie courante. T'as fait un lapsus tout à l'heure en disant rare, mais ça y est, rare. C'est vraiment pas souvent qu'on entend parler de cette maladie-là, et c'est peut-être intéressant aussi de le décrire. Qu'est-ce qui t'est arrivé concrètement? Eh bien, en fait, une rhabdomyolyse, c'est la conséquence de plusieurs problèmes physiques accumulés. Donc en premier, l'UTMB qui démarrait à 18h du soir à Chamonix, j'ai eu des gros problèmes déjà avant le départ de digestion de mon repas. J'ai déjeuné à 13h30, comme souvent je déjeune, on va dire à peu près, voilà, j'ai les mêmes rituels, je mange à peu près la même chose, tout ça, bon. Mais ce jour-là, nous, on n'est pas des machines, l'être humain, on n'est pas des machines. J'ai eu un souci de digestion, je suis parti en suivant, après avoir mangé, faire une bonne sieste, j'ai dormi pendant 20 minutes comme un caillou, et quand je me suis levé, j'ai traîné après en tout 1h30 dans le lit, j'ai lu tout ça pour essayer de rester décontracté, zen le plus possible, le plus calme, tu vois. Et quand je me suis levé, j'avais des rots, des gaz, tu vois, t'as envie de vomir, t'as envie de roter, t'as envie de péter, t'as envie d'aller aux toilettes, t'as envie de faire un caca, voilà, bref, je vais pas faire un dessert. Et tu te dis, bon, mais le départ, il est à 6h ce soir, j'ai encore le temps. Sauf que, ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu des problèmes digestifs. Alors, j'ai peut-être un peu trop mangé en quantité par péché de gourmandise, mais en même temps, il était 1h30 de l'après-midi. La course était à 6h. Donc, j'ai mangé 2 tranches de fromage de plus. Ouais, ok. J'ai mangé 50-60 grammes de riz en plus. Ouais, ok. Bon, c'est possible. Je l'avoue, j'ai mangé un peu plus que dans les standards. Bon. J'ai mangé mes œufs durs, comme d'habitude. C'est les œufs de chez ma maman. Bon, je pense pas que... Bref, je pense pas qu'ils étaient... Ça vient pas de ça, mais j'ai pas digéré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé sur la ligne de départ de Chamonix? Déjà, j'étais très, 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 très mal à l'aise. J'avais très mal au ventre. Je faisais de l'aérophagie, beaucoup d'aérophagie. Et puis, tu sais, quand tu es sur une grosse ligne de départ, tu es 2800, tu sais, c'est bien beau de poser un gros parpaing, mais enfin, tu as du monde autour, quoi. Donc, tu as tendance, ça dépend selon comment on est, mais bon, tu te retiens un peu, quoi. Et plus tu te retiens, plus tu as mal au ventre. Je vais pas vous faire un dessert. On court tous, ou on fait tous du vélo. On sait ce que c'est. C'est vraiment pas terrible. Bon. Et la course, elle démarre. Et quand elle démarre, la course, ça va très vite. L'UTMB, c'est la seule course au monde qui va aussi vite dès le début.
Et quand tu as mal au ventre, c'est très, très, très compliqué. Donc là, tu es obligé de lâcher les parpaings. Tu peux pas les garder. Et tu te dis, t'espères que ça va aller mieux, tu vois. Sauf que les kilomètres avancent, l'intensité, elle était toujours très, très haute. J'étais dans mes temps de l'année dernière, donc dans des très bons temps. J'étais pas trop mal, en dehors de mes gros problèmes gastriques qui, évidemment, étaient catastrophiques. Mais sinon, au niveau de mes jambes et tout ça, c'était pas mal. Mais sauf que quand tu t'alimentes pas très rapidement dans une course comme ça, en tout cas, moi, les autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais moi, j'ai un protocole qui est très strict sur toutes les compètes. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une hypoglycémie au bout d'1 heure et demie de temps. En gros, j'arrondis, on va pas jouer sur les minutes. Donc, juste avant Saint-Gervais, là, dans la descente, je commence à voir les avant-bras qui avaient froid, pardon. Et puis un peu comme des éclairs dans les yeux. Donc je sors les manchettes, tu vois. Il y a un Gus qui sort les manchettes à cette heure-là, alors qu'il fait bon, tu vois. C'est baignade. Tu sais pas pourquoi. Même moi, j'ai pas percuté, tu vois. J'ai pas percuté que je faisais une petite hypo. Pourtant, des hypos, tu vois, j'en ai fait. Donc, mais là, à ce moment-là, j'ai pas pensé. Je savais que j'avais pris aucun gel, aucune barre et que ça faisait 1 heure et demie. Et je m'inquiétais, mais j'avais mal au ventre, donc je pouvais pas. Donc on arrive à Saint-Gervais, je vous passe l'euphorie du passage du village. Donc là, tout le monde met un deuxième coup de gaz, voire un troisième, parce que tu es porté par la foule, c'est féerique, c'est magique, c'est exceptionnel. Sauf que quand je sors de Saint-Gervais, là, que tu arrives dans les lotissements et compagnie, là j'ai bien compris que là, c'était une fringale que j'avais, donc une hypo. Donc toujours très froid. Donc j'ai mangé, et j'ai mangé beaucoup de glucides, de gel, de barres que j'avais. Et il n'y a rien qui faisait, je me sentais toujours très faible. Donc j'en ai remangé, c'était toujours pareil, je me sentais faible. Donc j'en ai remangé jusqu'à finir mon ravitaillement qui était prévu à la base de Chamonix jusqu'au Contamine. Je l'ai mangé entre la sortie de Saint-Gervais et 3 km plus loin. Donc en 3 km, j'ai mangé l'équivalent de Chamonix Contamine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une hypoglycémie réactionnelle. Donc là, c'est-à-dire que l'hypoglycémie réactionnelle, je sais pas, je vais essayer de faire très très vite, mais en fait, tellement tu as ingurgité de sucre, de glucides, donc que quand tu respires ton oxygène, au lieu qu'il aille alimenter tes muscles et donc notamment les jambes et tout le reste, puisque tu es en train de courir, une grosse partie quasi totale de ton oxygène vient se concentrer sur ton estomac qui est engorgé de sucre, et il faut arriver à vraiment gérer ça, évacuer ça. Donc c'est des soupapes de sécurité de notre merveilleux corps humain qui fait que tu cours mais tu n'as plus d'oxygène dans les jambes. Et là ça devient très problématique parce qu'il faudrait s'arrêter de courir. Et si tu t'arrêtes pas de courir, ce qui m'est arrivé à partir de la sortie des Contamines, dès qu'on monte à Notre-Dame de la Gorge, là je fais une hypoxie. Donc en fait, l'hypoxie, c'est ce que je viens d'évoquer, tu n'as plus d'oxygène, donc tu as l'impression que les jambes, tu n'en as plus, elles sont très très lourdes, tu peux plus, en fait tu n'y arrives plus. Mais tu te dis, bon, je fais une grosse hypo, je vais remanger du sucre au prochain ravitaillement, tout ça, ou ce que j'avais pris, déjà au ravitaillement des Contamines, je vais me réalimenter pour essayer que ça revienne, tu vois, comme on dit que dans le jargon, que la fringale passe et que je me refasse à la cerise, tu vois. Donc là, au Contamine, je suis parti avec un ravitaillement qui devait m'amener jusqu'à Courmayeur. Hein. Donc écoutez bien. Hein. J'étais à la moitié du col du Bonhomme. Avant même d'arriver, j'ai plus le nom du ravitaillement où il y a le refuge dans la montée, là, j'ai un trou. J'avais tout mangé entre les Contamines et ce lieu-là que je viens de vous dire. Alors que j'étais censé faire jusqu'à Courmayeur. Donc j'ose même pas vous imaginer le grammage de glucides que j'ai mangé, parce que j'ai fait une fringale mais monstrueuse. Quoi. Et derrière cette hypoxie, j'ai continué, et quand on continue et qu'il n'y a plus d'oxygène dans les muscles, c'est la fameuse rhadomyolyse, et là c'est en fait la destruction des cellules musculaires. Donc on a voulu m'arrêter déjà au Chapieux,
donc les organisateurs de la course qui sont adorables et voilà, je les remercie pour toute leur gentillesse parce que je crois que je suis resté 45 ou 50 minutes assis sur un banc et à manger pour tous qui ont été témoins de moi. C'était un truc abominable. Je ne me suis jamais refait la cerise, mais pour arrêter, en fait, il faut rentrer dans la tente, que le médecin valide. Ben non, il n'est plus en état de continuer, son état de santé est trop grave, donc il ne continue pas. Et moi, j'ai refusé de rentrer dans la tente. Donc c'est moi le responsable de mon état. En aucun cas, personne de l'organisation n'est responsable. On m'a conseillé fortement, vu mon visage qui était... Ben ouais, je ressemblais à quelqu'un qui était comme si je sais pas, je sortais on m'a dit, on dirait que tu sors d'un camp de concentration, voilà l'expression qu'on m'a dit, c'est très vilaine, mais voilà ce qu'on m'a dit. Mais j'ai continué parce que moi j'avais qu'une chose en tête, c'était rallier Chamonix. J'avais acté, malgré, voilà, je suis un compétiteur comme tout le monde, mais j'avais acté que de toute façon la défaillance fait partie du sport. Faire des top 3, top 5, top 10, top 15, top 20, ben oui, c'est génial, surtout sur une UTMB, mais bon, ben, s'il faut finir 500e ou 800e, il n'y a pas de honte à ça, hein, c'est non. Moi, je suis digne jusqu'au bout, je suis un sportif comme tout le monde. Euh, je veux franchir la ligne d'arrivée, tu vois, c'était mon objectif. L'hard rock, finir, l'UTMB et la diagonale. J'ai jamais dit, moi, je veux gagner les trois. Hein. Quand j'ai dit, je faisais la trilogie l'année dernière, hein. Je fais quand même un petit rappel. Hein. Non, je veux finir les trois. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Mais là, comme j'ai continué, eh bien, j'ai mis ma santé en danger et une rhandomyolyse. Eh quand je suis arrivé à Courmayeur, je tenais tout juste sur mes jambes. Donc, heureusement que j'avais mon petit-neveu Beignat, qui s'appelle Beignat comme moi, et mon frangin Philippe, qui était venu un peu avant 2-3 kilomètres avant le ravitaillement, parce qu'il savait que j'étais au fond du seau. Je les avais appelés pour leur dire que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je commençais à avoir des problèmes, quoi, des problèmes de lucidité. Je tenais plus sur moi, mais je voulais continuer encore, tu vois. Et pourtant, je sentais. Et donc, ils sont venus à ma rencontre. Et bon, là, eux, ils se sont rendus compte que ça allait pas du tout. Et donc, ils m'ont forcé à arrêter. De toute façon, je n'aurais pas pu continuer. Mais dans ma tête, encore, c'était, je reste à Courmayeur, je dors 1 heure, 2 heures et je repars, tu vois. Mais bon, ils ont réussi à me convaincre que Beignat, il fallait arrêter. Et après, j'ai passé des examens qui ont confirmé tout ce que je vous ai dit. Donc, si j'avais continué, pour finir, la rhabdomyolyse, ça commence par attaquer les cellules musculaires. Donc, ça les détruit. Après, ça attaque les cellules cérébrales. Et rapidement derrière, ça attaque les cellules cardiaques, puisque c'est un muscle également. Et là, c'est mort subite et on n'en parle plus. Rideau. Donc, si j'avais voulu arriver à Chamonix, je n'aurais certainement jamais vu Chamonix parce que je serais décédé. Voilà. Tout ça pour avoir trop forcé et avoir été au bout de moi-même pour essayer de finir et de franchir la ligne d'arrivée dignement, tu vois. Et derrière, on fait des allusions que je suis dopé. Donc, vous comprenez bien tout ce que j'ai pu évoquer avant. Voilà pour, en gros, la signification d'une rhabdomyolyse. Ça, c'est incroyable parce qu'avant que ça t'arrive, je connaissais pas cette pathologie. Et en fait, comment est-ce que, enfin, maintenant que ça t'est arrivé, quels sont tes apprentissages et comment est-ce que tu ferais en sorte que ça ne t'arrive pas à nouveau et que tu ne confondes pas ça avec comme tu disais, un coup de moins bien. C'est vrai qu'en ultra, bon, surtout, alors peut-être que chez les athlètes élites, alors forcément, il y a des coups de moins bien, mais qui se manifestent quand même moins franchement que quand tu es dans le peloton. Moi, j'ai un coup de moins bien, je m'allonge, je dors. Un athlète qui joue le top 10, il fait pas ça. Il va ralentir peut-être un peu, mais ça va encore, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour détecter qu'il nous arrive ça versus une hypo, comment est-ce que tu saurais que toi, maintenant, si ça devait t'arriver à nouveau, ce serait ça et pas autre chose? Ben, je vais conseiller pour tous les gens qui nous écoutent, c'est par rapport à mon ressenti et mon expérience. Donc en fait,
quand, au bout d'un moment, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas du tout par rapport à votre quotidien, votre passé, vos expériences précédentes en compétition, tout ça, quand vous voyez que vraiment, mais il y a un truc, ça va pas, je suis malade, je suis pas bien, et bien là, tout simplement, il faut revenir à la raison. C'est qu'un sport. Aujourd'hui, là, il y a un truc qui va pas, mais du tout, du tout, du tout. Donc, même si c'est pour la gloriole, même si je sens ou que j'ai l'intuition qu'il y a le moindre risque ou parce qu'il y a un soupçon, il y a quelque chose qui va pas. Parce que moi, c'était le cas. Hein. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Seulement, tu sais l'expression qui dit « T'es con ou t'es basque ?» Ouais, non, je suis basque. Et puis, il y en a, ils vont, tout le monde dans la salle va courir, va rigoler, va rigoler, va dire « Ben ouais, mais c'est pareil, quoi, en fait. » Tu vois et donc, là, tu te dis, oh, attention de ce que vous dites sur les basques, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Je savais qu'il y avait, si j'avais été honnête avec moi, il fallait que j'arrête. Parce que derrière, tu veux, c'est pas que tu veux faire le héros à finir, c'est pas ça, mais tu sais, t'as un objectif, voilà, tu t'es dit, je veux finir les 3 grands ultras, machin. Mais non, en fait, derrière, je me suis déglingué la santé, j'aurais pu mourir. J'ai eu 3 semaines d'arrêt total de sport, reprise du sport au bout de la 3e semaine, tout doucement en vélo, un peu de marche, avec un bâton, comme un papy, hein, tu vois, ou une mamie. Et puis reprise de trottiner au bout de 4 semaines et demie, tout doucement. Enfin bon, ma saison, elle a été déglinguée, tu vois, pas pouvoir aller à la diagonale, alors que la diagonale, voilà, c'est l'histoire d'amour, tu vois. Bon, derrière, tout est tombé en catastrophe. Et tout ça parce que je ressentais que de toute façon, il y avait quelque chose de vraiment grave ou d'important, enfin, de quelque chose qui se passait qui n'allait pas du tout. Donc ça, c'est la première chose que je dis et que je conseille à tout le monde. Vous allez faire une hypo, tout ça, bon, vous vous arrêtez, vous ralentissez d'intensité, vous sentez que ça va mieux, bon, vous continuez. Mais si vraiment vous commencez à avoir des nausées, des maux de tête, des mots envie de vomir, des choses qui vraiment vous font peur et qui restent, attention, qui restent 100 km à faire, ou voilà, on n'est pas à 10 km de l'arrivée. Soyez très très prudents. Si vous arrivez à joindre un point de ravitaillement avec un point médical, allez faire un point, il y a des docteurs et tout ça. Voilà, ne faites pas ce que j'ai fait. Ça, c'est l'expérience qui, je vous le dis, et je ne le referai pas. Alors, c'est peut-être parce que on a du mal à accepter l'échec, mais c'est pas grave, ça reste que du sport. Là, on n'a pas le droit de jouer on a une vie, on a tous une vie différente, mais on peut être, voilà, père de famille, on a des parents, on peut avoir, enfin, je vais pas énumérer toute la vie de chacun, mais il faut penser aux autres aussi. Il y a des gens qui nous aiment, donc pousser au-delà. Bon, oui, nous, tous les athlètes élites, vraiment, on joue et on pousse. On pousse. Mais quand on voit, de toute façon, qu'il y a quelque chose qui va vraiment, vraiment pas, bon, ben stop, on arrête. Moi, je prends le cas, je vais vous donner un exemple. 2021, je suis au Mute de Madère, 78e kilomètre, je suis en tête avec Hannes Namenberg, on est tous les deux devant, tout se passe bien, je fais une hypoglycémie foudroyante. Un peu le même style. Hein. Bon. La course fait 115. Donc, pour ceux qui sont bons en maths, vous faites le calcul, combien il en reste 78e. Hein. Derrière, j'ai vécu quasiment 50 bornes, un enfer. Mais je sentais que je pouvais finir. C'est-à-dire que mon hypo m'avait fracassé. J'ai beaucoup marché, voilà. Mais j'étais pas dans un état où je perdais en lucidité. Enfin, j'étais dans cette hypo-là m'avait fait des courbatures partout dans le corps. C'était affreux, mais j'avais pas été atteint comme là où j'avais des troubles, vraiment des troubles à l'intérieur, au niveau dans ma tête, dans ma poitrine, un peu titubé à certains moments, du mal à parler. Je parlais comme ça. Vous voyez, je bafouillais. J'étais pas comme ça.
Donc cette année-là, j'avais réussi à finir le mute. J'avais réussi à sauver une 7e place inespérée avec ce qui m'était arrivé. Mais voilà. Mais là, l'UTMB, non. Là, voilà. Donc écoutez, surtout écoutez-vous. Et quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, c'est dommage parce que derrière, on va tous, voilà, se griller une saison ou perdre beaucoup de temps et à se soigner derrière et voilà. Et puis risquer de jouer avec sa santé. Donc, et la santé n'a pas de prix. Mais c'est vrai que sur des courses comme l'UTMB, en fait, ça peut arriver à finalement presque. Alors autant pour toi, athlète élite, qui a des enjeux de visibilité, de mise en avant de partenaires, d'objectifs de course. Enfin, comme mine de rien, tu as quand même un objectif au moins de faire un top 5 sur une course de renommée internationale comme l'UTMB. Mais le coureur comme moi ou comme bien d'autres à notre niveau, l'enjeu il est différent. C'est que aller à l'UTMB, c'est un mythe, c'est quelque chose qui est difficile d'accès, qui a un coût. Et on a vite fait de tirer sur la machine et de se dire bah non, j'ai fait suer ma famille pendant 2 ans avec cette histoire du TMB. Je vais tirer un peu sur la corde quand même et je vais me sortir les doigts et ça va le faire. On connaît tous des coups de moins bien, mais en fait, ça peut aller quand même bien plus loin que ce qu'on imagine et tu fais bien de rappeler que ça reste que du sport, quoi. Hein. C'est important. C'est important, mais je répète le ressenti de chacun. Quand vous sentez que dans votre corps, il y a quelque chose que vous n'avez jamais eu ou quelque chose de bizarre et que ça va pas, avec des nausées, des choses que, voilà, des choses vraiment qui vous font peur. Il vaut mieux s'arrêter. Des UTMB, il y en aura, si c'est pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans, ou c'est dans 3 ans. Puis la vie, vous savez, voilà, on peut prédire de rien, on sait pas. Il faut voilà, faut pas faire le tambour, le surpassement de soi, on le fait tous. Mais il faut toujours avoir, ça c'est l'expérience qui me fait vous le dire, voilà, parce que je suis bien placé, mais gardez un peu de raison, voilà. Et si vous pensez que vous manquez de lucidité, ben à l'UTMB, vous avez le téléphone portable avec vous, vous appelez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un, un ami, un proche, qui saura vous raisonner si vous pensez que, ou si vous courez avec d'autres coureurs. Moi, j'ai eu tellement de soutien tout au long de la course et je les en remercie, mais à toutes et à tous qui m'ont encouragé, allez baignade, machin, courage, suis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, voilà, mais prendre la vie des autres, parce que c'est important. Moi, il y en a plus d'un qui m'ont dit, baignade, ça va pas du tout, qu'est-ce qui t'arrive? Il le voyait à ma tête, tu vois. Et bon, j'ai fait ce qu'il fallait pas, c'est pas bien, je suis un mauvais exemple. Mais si je peux aider, si ça peut aider quelques personnes, mon cas pour voilà, pour leur éviter de vivre ces grosses déconvenues et ces gros moments qui sont très compliqués parce que derrière c'est dur, hein. Une radiomyolyse pour récupérer, pendant 1 semaine, il faut dormir les jambes un peu en l'air. Vous avez des brûlures, il faut enlever les coussins de dessous, il faut se lever, il faut marcher un peu. Vous avez toutes les cellules qui ont été détruites, donc c'est affreux. Vous avez les jambes gonflées, vous avez l'impression que jusqu'au niveau du bassin, ça va exploser, comme si on vous avait gonflé avec une pompe à vélo, en continu. Hein. Vous avez les jambes toutes gonflées et vous avez l'impression que vous allez éclater de l'intérieur. Ça fait mais horriblement mal. Il faut drainer avec des massages très très doux, mais vraiment très très légers parce que ça fait très mal. Et ça, c'est pendant 8 jours non-stop. Hein. La nuit, vous n'arrivez pas à dormir, la journée, vous ne pouvez pas. Enfin, voilà. Donc, si mon expérience peut servir, ben je serais content d'aider les autres, quoi. On fait vraiment un sport de fou quand même. Hein. Il est tellement beau. Alors du coup, l'après, donc tu disais, hein, tu as malheureusement dû donner la mauvaise nouvelle au Grand Raid de la Réunion que tu ne viendrais pas. Tu te dis, bon, il faut quand même que je sauve la fin de saison. Comment on fait pour revenir à un très haut niveau comme ça après avoir vécu et je pense que sur la ligne de départ qui suit, tu dois avoir une petite angoisse quand même un petit peu, non? Alors sur la ligne de départ, je commence par la fin. Alors c'est pas une angoisse que tu as, hein. C'est l'escargot il est dans la coquille. Hein. Et tu te dis mais putain, qu'est-ce qu'elle est grande la coquille. Parce que là t'es dans l'inconnu. Hein. Même si tu as
voilà, fais les dernières semaines d'entraînement où tu avais des bonnes sensations, des, des bonnes allures. Mais là, c'est plus pareil parce que tu reviens sur une course de niveau international. Le top 10, il faut finir grosso modo à 4 heures du premier. Donc 4 heures sur 180 km, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc franchement, j'étais pas si serein que ça et vraiment, oui, assez angoissé quand même. Assez angoissé et beaucoup de, oui, tu perds confiance en toi en fait. Hein. Même si tu crois des fois que mentalement tu peux être costaud comme ça, t'as tout qui est remis à zéro. Et comment tu reviens? Déjà, bon, tu reviens tout seul, oui, mais tout le début, tu reviens avec tous tes proches. Hein, parce que c'est tous tes proches qui te font et qui te persuadent que tu en es capable de revenir. Et parce que toi, tu es dans le négatif, mais non, c'est pas possible, j'arriverai pas, ça arrive trop vite, je peux pas, je vais pas arriver à retrouver le niveau. Et là, c'est eux qui font la moitié du chemin avec toi sur la partie mentale et psychologique. Hein. Là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment eux. Et après, évidemment, tu commences à y croire quand, on va dire, à 1 mois et 2 semaines de la course, ou ouais, en gros, entre 4 et 6 semaines, tu vois, tu commences à retrouver des bonnes jambes aux entraînements, tout ça. Tu pars sur un objectif. Bon, je vais en Thaïlande, mais au fond de moi, j'ai ce top 10. Évidemment, c'est mon rêve ultime. Mais allez, il faut que tu ailles, Benyat, en toute humilité, en respectant ton sport là, et déjà remettre en place des choses, une bonne alimentation, une bonne hydratation, que tu revives pas ce que tu as eu à l'UTMB, et puis que tu fasses une course aboutie, tu vois, que tu arrives au bout et que tu la finisses. Et après, cerise sur le gâteau, top 10. Mais si tu l'affiches d'entrée de jeu, ouais, je veux faire un top 10, machin, déjà, tu es qu'un orgueilleux, t'as le melon, parce que respecte-toi, déjà, respecte les autres sur la ligne de départ, tu vois, et puis respecte-toi toi-même. Tu as fait le con, l'UTMB, t'as joué, t'as perdu, il t'est arrivé ce qui t'est arrivé, un problème de santé derrière, et c'est 178 km, hein. Thaïlande, l'Asie, tu as jamais été, t'as un paquetage d'avion, t'as 11 heures ou 11h30 d'avion, décalage horaire de 6 heures, enfin, voilà. L'humidité? Et voilà, exactement. Tu me l'enlèves, j'allais le dire, un climat avec un taux d'humidité, tu sais, t'es pas au pic d'Annie ici, hein, dans les Pyrénées, c'est pas pareil. Hein. Donc, enfin, en fait, tu sais pas quoi, tu sais pas où tu vas aller parce que j'avais jamais été en Asie, tu vois. Donc, c'est l'inconnu. Et bon, j'étais pas serein. Je vais vous dire que j'étais pas serein. Et alors, quand tu arrives là-bas, juste pour l'anecdote, hein, tu vois, tu sors de Tardette, c'est un petit village de, en gros, 600 habitants, on va arrondir. Tu arrives là-bas, donc déjà, tu arrives à Bangkok. Donc Bangkok, tu sais, tu l'as vu à la télé, tu sais, tu as vu à la télé les rues là, des milliers de scooters, des motos, ça double à droite, ça double à gauche, tout juste si ça double pas par-dessus le capot de la voiture et si ça double pas par-dessous le moteur de la voiture, tu vois. Tu te retrouves là et puis tu arrives à l'aéroport, t'es content, t'as fait bon voyage, l'avion s'est bien passé. Quand t'aimes pas l'avion et que t'as peur, t'es content, tu vois. Donc t'arrives à l'aéroport, tu vas au rent-car, tu loues ta voiture. Et comme tu as un grand excès de naïveté, tu vois, t'es con ou t'es basque, tu découvres que le volant, il est à droite. Et là, tu te dis, mais quoi, en Thaïlande, c'est comme en Angleterre ou quoi? Il faut rouler à gauche. Eh ben oui, tu la prends en direct quand tu sors de l'aéroport, là, le gros aéroport de Bangkok, t'as tout le monde qui roule à gauche. Donc, tu vois au fond, rent-car, ton endroit où tu dois aller chercher la voiture. Et là, tu te retrouves, là, t'es pas à Tardette, ça roulait à gauche. Hein. T'es à Bangkok. Et tu dois aller à Chiang Mai, qui a 6 heures de route, ou je ne sais combien, où il va falloir rouler à gauche. T'as pas le GPS dans la voiture, t'arrives pas à le régler. Dans ton forfait free, t'as pas les datas en Thaïlande, donc tu payes plein pot, je sais pas quoi, et là tu comprends que pendant 6 heures, tu vas devoir activer tout ça, tes datas, tu vas prendre une branlée sur le forfait, faire un truc de malade. Il faut rouler à gauche, donc ta charmante épouse, elle est copilote, mais elle est peinard, parce qu'elle est à gauche, elle se dit, bon, il va conduire, hein, mon mari. Et en fait, t'es mort de trouille, et tu te dis, mais si je me fais
écraser la voiture, parce que ça roule dans tous les sens pour tous ceux qui ont été à Bangkok, Shanghai. Enfin, moi, je connaissais pas, tu vois. Mais comment je vais faire? La caution, on va me la prendre, je vais devoir rembourser la voiture, on n'a pas de fric. Enfin, ça a été l'enfer. Je vous jure, ça a été l'enfer. Donc, les 4 premiers jours, et comme on avait une très bonne idée, ben, on ne connaissait pas. On se disait, tu vois, Bangkok, on se disait, c'est un peu comme, ouais, Chamonix. Ou fait un niveau, tu sais, c'est un peu grand, Chiang Mai, pardon. Mais c'est grand, mais peut-être pas si grand que ça, tu vois. On va prendre de l'hôtel en ville, et puis moi j'irai m'entraîner tous les jours à côté de la ville. D'accord, ouais. On a fait 4 jours là, on a failli devenir fou, parce qu'en fait pour faire en gros, j'exagère pas beaucoup, hein, mais pour faire 5 ou 6 kilomètres, pour aller dans le bois où j'avais réussi à trouver par mon instinct d'animal sauvage une forêt pour aller m'entraîner, le massif montagneux, il te fallait quasiment 1 heure pour faire 50 minutes pour faire 6 bornes. Des embouteillages de partout, ton GPS, là, ton Google Maps qui te faisait faire, je sais pas, on aurait dit qu'il nous faisait faire le tour de la ville avant de nous amener au bois qu'on voyait en face, mais enfin, bref. Une situation anxiogène maximale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est assis sur tout le reste du loyer, de la location, pardon, qu'on avait pris dans cet hôtel. Hein. Donc, je me suis assis sur 15 jours de location, ou qu'est-ce que je dis, 15 jours? Quasiment 3 semaines de location que j'ai jeté à la poubelle. Mais on a été se trouver un autre hôtel vraiment beaucoup plus proche du massif montagneux et loin de cet environnement dans la ville, parce que quand tu es visiteur, ben oui, tu vas pour visiter, donc c'est à voir, même si bon, t'aimes ou t'aimes pas la ville, mais bon, c'est à voir. Tout ça, ils sont à 4, 5 sur un scooter. Là, sans le casque, avec le casque, tu te dis, waouh, nous on a, tu vois, les radars, on a tous les gendarmes là. Si par malheur t'as oublié là, tu regardais l'heure sur ton téléphone, tu vas prendre 4 points alors que tu radais juste l'heure, tu vois. Monsieur, vous étiez au téléphone. Non, je radais l'heure. Mais vous n'avez pas à le prendre dans la main, il vous faut un support, machin. Tu prends 4 points, 98 € d'amende. Merci pour monsieur l'agent qui me l'a mis cette année à Salanches, en Haute-Savoie. S'il m'entend, il va sourire peut-être, mais voilà, je regardais l'heure. Bref, bon, là-bas, c'est un dépaysement total. Hein. Là, l'Asie, tu te dis, quoi? Alors, bien, pas bien, j'en sais rien. On n'a pas vu un accident. Il doit y en avoir, qui doivent être très graves. Mais par contre, c'est impressionnant. Hein. Quand tu vois, nous, la répression qu'il y a ici et comment... enfin, bref, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre monde. Hein. Donc, c'est un autre monde. Donc, ça a mal commencé l'avant-course. Je vous jure que ça a mal commencé. Donc, tout cumulé, la pression déjà que j'avais, comment j'allais pouvoir courir, et cet environnement-là, je suis arrivé sur la ligne de départ. Je peux vous dire que je faisais pas le malin. Voilà. T'es arrivé combien de temps en avance? Parce que je sais que pour le Grand Raid, t'es arrivé longtemps en amont justement pour t'acclimater et te faire. T'avais fait, je crois, en reco toute la course quasiment. Et là-bas, t'as mis combien de temps à t'y faire au climat? Oh, 3 semaines. Ouais, quand même. Mais en 15 jours, ça passe. Tu vois, ça passera en 15 jours. Hein. Franchement. Ouais. Tu vois, ça. Mais il faut minimum 15 jours. Pour moi. Tu vois. D'accord. Pour quelqu'un comme moi, vraiment partir en dessous, c'est. Bien sûr, tout est faisable. Tout est faisable. Hein. Tout est faisable. Mais quand même, c'est vraiment particulier. Tu vois. Ça monte pas à 40 si tu veux degrés, mais t'as un soleil la journée qui t'assomme. Vraiment, ça. Et nous, on est tombé sur une période vraiment de beau, tu vois. Et je sais que moi, mon organisme, c'est ça, il me faut 15 jours, tu vois. Franchement. Hein. Donc sinon, je pense pas que j'aurais fait la course que j'ai fait si j'étais arrivé 4 jours avant, quoi. Puis il y a le décalage horaire, attention, 6 heures, 11h30 d'avion, c'est énorme. Hein. Et tu fais 3e. J'ai fini 3e. C'est quand même à dire. Hein. J'ai fini 3e et pour l'anecdote, et je cherche pas du tout à ceux qu'on m'envoie des fleurs, hein, pas du tout. Hein. 60e kilomètre, je tape un arbre de plein fouet en plein mon quadriceps droit, par chance sur le haut du quadriceps. Et donc,
je fais 118 km avec un gros hématome sur le haut du quadri et qui malheureusement pour moi est descendu l'hématome vers le bas du quadri. Donc pour tous qui ont déjà eu une béquille, que ça soit en trail ou en rugby, en foot, en n'importe quel sport co ou en jouant à l'école, quand on te met un coup de genou dans la cuisse, je vous laisse imaginer la souffrance avec laquelle j'ai fait ces 118 km. J'en ai pleuré dans des descentes. J'étais caché juste derrière mon ami, mon ami qui était, enfin mon ami, oui, qui est très gentil, hein. Mais quand je dis ami, c'est-à-dire mon ami trailer qui était juste devant moi et qui finira devant moi second à la course, mais il me voyait pas, mais tellement j'avais mal. J'ai songé à abandonner, mais des centaines de fois parce que la douleur devenait insupportable. Il me tardait qu'une chose, c'était les montées, parce que sur les montées, ça allait. Et dès qu'il y avait du plat, qu'il fallait allonger la foulée, ou alors je ne vous parle pas des descentes, bon, j'ai vécu... ça a été un flop. Ma course a été un flop parce que, bon, sportivement, bien évidemment, j'aurais pu faire bien mieux, même si je n'aurais jamais pu gagner parce que devant, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que moi. Mais si je n'avais pas eu ça, je sais que j'aurais pu faire bien mieux puisque ce jour-là, à la preuve, au départ, j'étais dans l'incertitude sur la ligne de départ, mais tout au long de la course, avant ça, j'ai vu que j'avais vraiment des très bonnes jambes et que ça répondait bien. Mais j'ai tout eu gâché parce que une course comme ça, dans un environnement, on va dire, hostile comme ça, la jungle, la nuit, je suis passé à côté de plein de choses parce que j'étais concentré uniquement sur une chose, ma jambe droite. Je pleurais de douleur, je me tenais avec les deux mains la cuisse, j'essayais de compresser, mais je pouvais pas, ça faisait trop mal, je relâchais, j'essayais de me faire des mouvements de massage. Par moments, je m'arrêtais pendant 1-2 secondes, juste tendre la jambe, tac, essayer de la décontracter. Enfin voilà, ça a été un enfer, jusqu'à l'arrivée, un enfer. Et c'est pour ça que, pour ceux que les gens peut-être qui se posent une question, pourquoi le lendemain à la remise des prix, j'ai la cuisse toute bandée avec un gros strap, tout ça, ben voilà, c'était ça. J'ai tapé un gros tronc d'arbre et c'est ma faute. Hein. De toute façon, c'était la tombée de la nuit, 18h le soir, nuit noire, hein. Extinction des feux, comme quand on éteint une lumière, un interrupteur, on le ferme. En fait, la forêt tropicale, c'est incroyable. Tellement il y a des grosses feuilles, des grosses palmes, que dessous, en fait, c'est un noir, mais d'une obscurité, mais totale. Et j'allais assez vite sur ce sentier-là. Je devais être à 12-13 à l'heure. C'était un sentier légèrement plat descendant, légèrement descendant, hein. Très très léger, mais bon, ça commence à aller vite, hein, à 12 à 13 à l'heure sur la nuit, et je l'ai tapé, mais de plein fer. J'ai hurlé à l'impact. Et derrière, j'ai tout eu gâché, parce que j'ai rien profité, voilà. J'ai eu la chance de croiser un éléphant qui m'a regardé et qui m'a demandé le passeport presque, parce que je l'avais à 3-4 mètres. J'ai eu, comme on dit, la peur, comme sur les ours, à la hard rock. Et là, c'était pareil, mais voilà, j'avais tellement mal à ma cuisse qu'en fait, l'éléphant, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est exceptionnel ce qui t'arrive, mais c'est incroyable, un éléphant. En vrai, tu vois, d'habitude, moi, je le vois, tu vois, sur le DVD, là, ou quand c'est Babar, ou je sais pas qui, à la télé, tu vois. Là, je l'avais là, à côté du sentier, tu vois, comme chez moi, quand je vais voir mes vaches, quoi. Mais j'ai tout eu gâché. Voilà. Mais c'est comme ça. Ah, ça fait malheureusement partie de la course, et c'est vrai que à chaque fois, c'est ça aussi qui fait la beauté de l'ultra, c'est que c'est jamais gagné, en fait. Donc, comme on dit, il peut s'en passer des choses en 170 bornes. Et tu l'as vécu. Je voudrais revenir sur la relation que tu as avec... Alors, je suis désolé, j'ai oublié son prénom, pourtant j'ai longuement discuté avec lui à la Réunion il y a 2 ans, et qui est souvent là pour t'accompagner, pour te faire ton assistance. Est-ce que il était là aussi avec toi sur cette course? Est-ce que tu peux Gilles? me rappeler Non. qui est chirurgien? Gilles. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager cette relation que vous avez? Parce que j'ai l'impression que c'est une vraie relation presque fraternelle que vous avez ensemble, et je trouvais cette relation assez belle, et c'est aussi important de mettre en avant justement les assistants des athlètes dont on parle finalement rarement.
Ben, alors là, c'est une partie très très intime, voilà, de moi, mais il n'y a pas de souci. Donc Gilles, en fait, pour faire très très simple, je l'ai connu quand il m'a opéré il y a quelques années de ça. Ça a été mon chirurgien, donc que je ne connaissais pas à la base. Et depuis, nous avons une relation, ouais, je dirais presque fusionnelle, hein, mais vraiment comme deux frères, mais c'est très très fort parce que mais deux frères, père et fils, lui mon père, moi le fils, moi son père, lui mon fils. C'est une complicité qui est incroyable, une très belle histoire d'amour, une rencontre exceptionnelle et de deux personnes totalement différentes. Gilles qui a réussi, qui est dans son domaine, voilà, la chirurgie de la paroi, donc abdominale, qui est the best. Voilà, c'est le meilleur du monde. C'est la référence de tous les athlètes, parce que voilà, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il a prouvé et il le prouve encore à travers tous les athlètes et pas que les athlètes qui l'opèrent. Mais bon, quand il opère les plus grands sportifs de la planète et que ces sportifs-là sont guéris, c'est qu'il prouve bien aux yeux du monde que c'est le meilleur. Bon. Et c'est le meilleur. Donc moi, qui arrive d'un petit monde, paysan, sans rien, à l'école, j'étais une pompe à vélo, mais à qui il manque la valve. Donc imagine un peu au début de notre relation comment moi je me sentais inférieur à lui. Et j'ai mis énormément de temps à, à accepter C'est un de syndrome de le, l'imposteur un peu. de le voir comme une personne, voilà, comme une personne normale, je dirais, parce que pour moi, c'était l'exemple même, voilà, de la réussite sociale, de l'abnégation, le travail, le travail, le travail. Il est arrivé tout en haut avec des capacités intellectuelles et un savoir qui m'impressionnent et qui me font me mettre à genoux devant lui tellement, voilà. Et Gilles, il m'a regardé en tant qu'athlète, il a appris à me connaître, il a vu qui j'étais, les valeurs que j'incarne et que je défends, haut et fort. Et lui, en fait, ça a été l'inverse de moi. Et bien moi, comme je le voyais par rapport dans sa profession, et bien lui, en termes d'athlète, lui qui côtoie énormément d'athlètes, pour lui, je suis ce que lui, il est pour moi. Il m'a fait pleurer plein de fois à travers des mots qu'il a pu me dire et tout ça. Et c'est intimidant parce qu'il me dit, Beñat, pour toi, peut-être, moi, je suis ça. Mais moi, je rêverais d'être Beñat Marmisol et j'aurais rêvé de pouvoir faire les courses que tu as fait. J'aurais rêvé de pouvoir gagner une diagonale des fous ou tout ce que tu veux, de vivre ce que tu vis et je n'en aurais jamais les moyens de le vivre. Et moi, je lui dis, mais c'est incroyable parce que toi, Gilles, voilà, ce savoir que tu as, tu es une encyclopédie voilà, t'es merveilleux et t'as un cœur énorme. Et finalement, avec le temps, j'ai accepté tout ça. C'est-à-dire qu'avant, j'ai beaucoup mis de temps avant de le tutoyer, tout ça. Bon, mais aujourd'hui, Gilles, il vient souvent à la maison. On va se voir ce week-end. On s'est vu il y a 3 semaines. Ben oui, voilà, ça dépasse tout. Et voilà, c'est mon meilleur ami, c'est ma maîtresse, c'est mon amant, c'est mon papa, c'est mon frère. Je l'aime beaucoup et Gilles, je t'embrasse très très fort. Voilà. Mais voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La vie, elle est belle pour faire des rencontres comme ça. C'est exceptionnel. En tout cas, c'est vrai qu'on a eu le temps de pas mal échanger en t'attendant pendant le Grand Raid et on avait passé un très bon moment. Donc, on salue Gilles et je suis sûr qu'il écoutera notre épisode. Donc, je suis très content qu'on ait pu parler un petit peu de votre relation. Je voudrais revenir revenir parce que on n'en a pas encore parlé de ta saison 2024.
Je voulais savoir comment est-ce que tu fais maintenant pour choisir tes courses et est-ce que tu es ultra sollicité par les organisateurs? Si oui, comment est-ce que tu réponds à un organisateur qui te dit tiens, est-ce que tu viendrais pas sur mon événement? Et du coup, comment est-ce que toi tu as choisi les événements sur lesquels tu allais aller cette année? Donc je rappelle, enfin, pour ceux qui l'ont pas vu, tu vas faire le Mute, le Lavaredo, l'UTMB et la Diagonale, c'est ce que tu as au programme, un gentil programme 2024. Oui, alors, déjà, le programme, je le choisis jamais tout seul, bien évidemment. Donc, cette année, le programme a été établi entre toute mon équipe et mon team La Sportiva. Voilà. Donc, je suis très, très, très heureux de faire partie puisque j'ai re-signé un contrat sur quelques années avec eux là et je suis très heureux. J'ai pas honte de le dire et c'est important de le dire, je pense. Donc ils m'ont accordé une immense confiance. J'ai passé 6 mois avec eux en 2023 où j'ai été ravi de la collaboration sur tous les points. Et donc très très heureux que depuis quelques jours, notre alliance continue pour les prochaines années. Et ça, c'est important. C'est très important pour moi, pour eux, pour la confiance, pour aller à la guerre. Alors à la guerre, je manque pas de respect à tous les pauvres gens, attention, qui sont dedans. C'est l'expression parce que c'est pas très marrant. C'est ainsi dans notre monde, mais bon, bref, vous avez compris mon expression. Donc le calendrier 2024, c'est décidé tous ensemble autour d'une table avec leurs souhaits à eux et puis mes envies à moi, mes propositions, leurs attentes aussi. Et donc on a dessiné ce calendrier qui est un très 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 beau calendrier qui va être très très dur. J'ai conscience que ça va être très dur. Pour tous ceux qui pensaient que l'année dernière, la trilogie Hard Rock, UTMB, Diagonale, ça avait été jamais fait chez les garçons, ce que moi j'annonçais, de toute façon, je veux le tenter. Bon, j'ai pas réussi, je me suis cassé les dents. Mais cette année, j'ai pas fait pour dire, Marmisol, il veut en faire plus, il veut faire le malin. Non, non, c'est pas ça. Pas du tout. De toute façon, déjà, j'ai rien prouvé à personne, déjà que ce soit clair. Voilà, si je fais ce que je peux avec mes armes et avec mes moyens, mais sur le papier, je pense que on est tous d'accord, c'est encore plus dur que l'année dernière. Parce qu'un Mute, un Lavaredo et un UTMB, une diagonale, écoute, voilà, ça va être la découverte. Comment gérer, voilà, la préparation d'une course, ça oui, mais des intervalles de 2 mois entre des compétitions de si haut niveau avec une adversité si incroyable et UTMB diagonale, c'est tout juste 1 mois et demi. Donc ouais, on est un peu dans la découverte, mais ça me servira parce que dans du moyen long terme, j'envisage certainement une reconversion de ma carrière pour m'occuper des autres. Donc à bon entendeur, je fais passer un petit message là, tu vois, tac, c'est passé. Donc dans le sens où j'espère pourquoi pas devenir coach ou plein de choses parce que je pense que j'ai une expérience, une très très grande expérience et je pense pouvoir apporter beaucoup beaucoup de gens. Et il y a quelques mois de ça encore, non, j'y songeais pas, mais aujourd'hui, je pense que je me passionnerai d'accompagner des athlètes qui en ont envie. Et attention, pas que des élites, un athlète qui croit vraiment voilà, en son sport et en ses valeurs, n'importe quel niveau qu'il est, qu'il fasse 60 kilos ou 120 kilos, pour moi c'est pareil, c'est une histoire d'envie et ouais, j'espère tout ça. Donc en fait, à travers tout ce que je fais dans ma carrière, je m'imprègne de beaucoup de choses, voilà. Je mets en place des choses, tu vois, mais même moi-même, au niveau de
diététique, au niveau du sommeil. Alors quand je dis moi-même, je me fais aider, bien sûr. Mais tout ça, c'est des outils qui m'accompagneront à l'avenir si j'ai la chance d'avoir la santé et d'être en vie, hein, parce que ça, c'est pas un dû, mais pour pouvoir me reconvertir et accompagner des gens dans tout ça. Donc le programme est très très ambitieux, je dirais, mais pour tous ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui a la tête entre les épaules, hein. Je ferai tout pour y arriver, mais vraiment tout. Mais je ne m'enflammerai jamais et je ferai jamais le malin parce que la première peut très mal se passer ou très bien se passer et la dernière très mal ou très bien ou aucune bien et toute très bien. Voilà, faut pas calculer. Je dois retrouver, comme je vous l'ai dit, une grosse sérénité que j'ai perdue après l'UTMB 2023. Je suis très 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 bien entouré. J'ai beaucoup de personnes là autour de moi qui sont à mes petits soins. Vous tous qui m'encouragez et voilà, on va y aller étape par étape, voilà. Et la Sportiva qui est là derrière, mon team qui est à 3000% derrière moi et c'est très important aussi. Donc voilà. Le jaune et noir te vont bien. on va y aller main dans la main tous ensemble. Voilà. Et c'est comme ça qu'on réussira de grandes choses et de belles choses pendant encore, j'espère, de nombreuses années. Et le rouge et noir est très joli et je te remercie. Le jaune et noir. Non, je dis rouge parce que je suis en train de me regarder la veste et j'ai tout le liseré de la fermeture qui est rouge de la Sportiva et rouge, jaune et noir. Et oui, c'est de très très belles couleurs. Alors, elles me plaisent beaucoup effectivement. En tout cas, ça signe une belle saison, encore de belles histoires à raconter. Si tu avais un seul objectif pour dire ok, j'ai réussi ma saison 2024, tu dirais ce serait quoi? Ça serait alors sur 4 courses que je fais, j'aurais quand même à te dire, même si ça paraît très gourmand, mais en réussir 3. Réussir égale podium? Alors, ça va être très très dur. Il va falloir qu'on soit dans la réflexion, parce que ça on l'a pas évoqué, mais il va falloir aussi faire c'est pas un secret, hein, mais des stratégies aussi pour les Rolling Stones pour potentiellement l'UTMB 2025. Comment les avoir? Sachant que le Mute de Madère ne fait plus partie de l'UTMB World Series, quoi. Il n'en fait pas partie. Donc, il reste le Lavaredo, qui a un profil et un parcours de course. Autant c'est beau, autant c'est une course très rapide, avec pas trop de dénivelé, qui évidemment ne correspond pas du tout à mes caractéristiques. Bon, et les Rolling Stones, il faut finir podium au Lavaredo. Faire podium au Lavaredo, ça serait prétentieux de dire je vais faire podium au Lavaredo. Parce que c'est une course qui me convient le moins. Maintenant, on verra sur chaque départ de course comment je suis. Si je suis très bien à Madère, moi je considère que bon, le Graal, c'est un podium. Évidemment, monter dans la boîte, c'est le Graal. Tu prends une course comme l'UTMB, vraiment le Graal, c'est un top 10. Top 15, tu peux être vraiment très heureux. Top 20, c'est génial quand même, parce que là, le niveau est en train de monter, mais d'année en année. Donc voilà, moi, c'est pas de la fausse ambition, mais c'est que j'observe les chronos, je suis attentif à ce qui se passe, je vois le niveau, enfin c'est stratosphérique. Donc à un moment donné, ça s'appelle de la lucidité. C'est pas du manque d'ambition, c'est que voilà, enfin moi t'es con ou t'es basque? Bon, mais non, t'es un cheval de course ou un bourricot? Je suis, tu vois, je suis un bourricot. Donc après, il y a des courses qui vont me convenir mieux que d'autres. C'est sûr que la diagonale qui arrive en fin de course, je serai certainement très, très, très entamé de ma saison si j'y arrive, mais c'est celle qui me correspond certainement le mieux, bien sûr.
Mais bon, voilà. Je donnerai tout sur beaucoup de courses, mais j'espère vraiment réussir bien 4. Et alors, j'aimerais bien faire un podium. Le rêve, ça serait un podium sur une des 4. Ça serait faire un top 5 sur une des 4 et, et un top 10 sur une des 4. Ce qui fait déjà la barre très 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 haut. Pour ceux qui savent ce que ça peut représenter, la barre est très 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 haute. Mais encore une fois, voilà, je dis pas je vais le faire. Je dis ça serait le Graal pour moi. Et on verra. Je vais me battre avec mes armes pour y arriver. Je vais tout donner et sans tricher. Voilà, parce que moi je triche pas. Donc que le meilleur, là et les meilleurs, ben voilà, soit devant, soit, enfin je veux dire, c'est la loi du sport. Ici, quand tu as fait les fêtes de Moléon, ben, tu payes pas les musiciens avant qu'ils aient fini les fêtes de Moléon. Tu les payes quand ils s'en vont, tu sais, tu leur dis, bon, combien je vous dois. Mais là, c'est pareil, on fera les comptes après, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Donc, ouais, ça y est, j'ai annoncé des trucs, donc pareil, je vais recevoir plein de choses. Il faut que tu fasses podium à ceci, cela. Bon, mais non, j'ai dit que ce que je rêvais. Après, maintenant, arrive ce qui arrive. On verra. Mais en tout cas, je vais tout donner. Vous pouvez me faire confiance. Hein. Comment tu vois cette polémique qu'il y a autour de l'UTMB alors moi, je me suis déjà exprimé de multiples reprises sur ma position sur le sujet. Mais toi, avec ton regard d'athlète élite, comment tu vois cette polémique qui a eu lieu? Alors maintenant, c'était il y a quelques semaines avec l'histoire de Zach et Kylian qui ont appelé les athlètes élites à aller potentiellement sur d'autres courses. Alors c'était pas vraiment un boycott, hein, ça a été un peu amplifié avec les réseaux, cette histoire. Mais ils ont quand même appelé à une ouverture de la part des athlètes pour potentiellement aller se rencontrer sur d'autres événements. Comment tu vois ça, toi, de l'intérieur? D'ailleurs, tu l'as reçu, ce fameux mail, là, parce qu'il est envoyé à des athlètes élites. Tu aurais pu en faire partie. Alors déjà, je ne fais pas partie de ces athlètes top élite puisque je ne l'ai pas reçu. Donc, t'aurais mérité pourtant. Comment? T'aurais mérité de le recevoir. Je ne l'ai pas eu, donc c'est que je n'en fais pas partie, et je ne leur en veux pas du tout. Hein. Voilà, je ne sais pas qui l'a reçu. Mais alors moi, de mon point de vue, la réponse va être très très claire et très très simple. Alors aujourd'hui, je prends mon cas personnel et je vais après prendre mon cas avant que je devienne athlète professionnel. Mais aujourd'hui, je prends mon cas personnel. Alors Beñat Marmisol, il a signé chez La Sportiva. Chez La Sportiva, quand il a signé et quand il a fait les négociations, l'UTMB fait partie des négociations et la participation à l'UTMB. Parce que l'UTMB, c'est la vitrine mondiale du trail. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, le premier, j'ai fait des courses très, 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 très belles à travers beaucoup de pays qui sont waouh. Hein. Allez, Diagonale, Hard Rock, c'est le Graal aussi. Hein. Mais la vitrine du trail et de l'ultra-trail, c'est l'UTMB à Chamonix-Mont-Blanc. Donc aujourd'hui, c'est qui m'emploie et c'est qui va me faire payer mes factures à la maison, mes charges, me donner à manger? C'est La Sportiva. Et quand La Sportiva, il demande à Beñat Marmisol ou à d'autres de faire un travail, donc d'aller courir l'UTMB. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat où je suis tombé d'accord avec eux et je suis très bien avec eux. Donc je me dois quand même de ne pas me foutre de leur gueule. C'est quand même mon employeur. Donc je vais y aller. Parce que moi aujourd'hui, ça fait pas longtemps que je suis athlète professionnel. J'ai peut-être pas le passé de certains athlètes, la notoriété de certains athlètes, les ressources financières de certains athlètes. Et aujourd'hui, on me met en porte-à-faux. Alors, on ne me met pas parce que je n'ai pas reçu le mail. Mais si j'avais reçu le mail, en gros, on me fout la pression des athlètes que je vais cautionner un système. On n'aime pas le système, on peut y revenir après. Donc,
on me met en porte-à-faux avec mon employeur. Mais c'est qui va me payer les factures? Est-ce que c'est ces athlètes-là qui vont m'envoyer le mail pour boycotter, même si peut-être ils ont raison? Là, on n'y est pas, là, sur encore, raison par raison, mais c'est qui? Moi, c'est la Sportiva. Donc moi, je serai présent sur la ligne de départ, quoi qu'il arrive, de l'UTMB 2024. Parce qu'aujourd'hui, pour tous les gens qui m'écoutent, là, pour tous ceux qui ont un travail, n'importe quel travail il soit, tu es en entreprise, tu es auto-entrepreneur, tu es tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu as des devoirs. Tu as des devoirs. Si tu es dans une entreprise, tu dois commencer, tu fais des équipes, ou en journée, tu dois commencer à 8 heures ta journée, tu vas finir à 17 heures, ben c'est comme ça. Tu vas pas dire, aujourd'hui je commence à 11 heures et je finis à 14 heures, tu vois, ou tous les jours. Non, non, non. Il y a un contrat de travail, tu dois le respecter. Donc moi, je respecterai mon contrat de travail. Parce qu'après, le système de l'UTMB, ça c'est encore autre chose. Et moi, coureur, baignade Marmisol avant qu'il devienne pro, évidemment, si on voit les modalités d'engagement, de frais, de tout ce qu'on veut, ben oui, c'est compliqué. Mais c'est compliqué pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de trailers, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux, et j'en suis très 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 heureux et très fier. Je suis le premier que mon sport, mais le problème, on en est arrivé là. Parce que aujourd'hui, je ne citerai aucune course, mais nous, dans le Pays Basque ici, là, comme dans beaucoup d'endroits de France, mais il y a des trails qui ont vraiment le vent en poupe, et ils sont très beaux. Mais en l'espace de quelques minutes ou de quelques petites heures, il n'y a plus de place. Ils sont, pour connaître des organisateurs, ils savent même pas comment, parce que c'est compliqué de refuser du monde. Enfin, et ils pourraient avoir 2 fois plus de monde. C'est rempli de partout. Et à un moment donné, tu es obligé de trouver un système ou instaurer quelque chose qui fait que, c'est comme ça, c'est au premier qui est devant l'écran qui va réussir à avoir son dossard, ou alors il faut aller faire des courses qualificatives pour obtenir des points, et il te faut X points pour arriver à... c'est tout le système, mais alors il faut revoir tout le système. Alors moi je serais pourquoi? Si je devais être honnête, alors quel système de qualification? Le plus honnête, mais encore une fois, dans un monde de malhonnêtes, c'est compliqué de trouver de l'honnêteté, mais ça serait le tirage au sort, s'il est vraiment honnête. C'est-à-dire, je dis des chiffres au pif parce que je n'ai pas les chiffres, mais tu as 300 élites et 2000 pas élites, et bien c'est pas grave si par malchance il n'y a qu'un seul athlète élite qui est tiré au sort, mais on fait le tirage au sort. Bon. Et là, les marques, elles vont faire la gueule. Elles vont dire, elles vont faire la gueule, ah ouais, mais nous, si nos athlètes ne sont pas là, ça ne va pas du tout. Mais pourtant, qui c'est qui représente toute la masse des trailers et qui va faire vendre 80-90% ou peut-être plus, parce que je suis pas moi je suis pas comptable, mais c'est tous les trailers et traileuses qui vont payer plein pot là, les chaussures, les fringues, les sacs, et je ne vais pas tout passer. Vous avez vu le prix que ça coûte? La diététique, les bâtons, les frontales, tout ce que tu veux là, la fusée pour aller sur la Lune, même tu l'as dans le sac presque maintenant, tu vois. Tellement ça se modernise. Mais tout ça, mais moi je veux dire, nous athlètes élites, je pense qu'on devrait avoir quand même un peu plus de respect pour tous les autres, Parce que si on les avait pas tous là, et dont moi je me considère que j'en fais partie, tu vois, mais qu'est-ce qu'on ferait nous là, à se regarder comme des taureaux de combat là, à faire le malin, à qui a l'ego le plus surdimensionné, mais tous ces gens là, tous les trailers, ils payent plein pot leurs courses, ils ont aucune invitation, c'est toute une économie, les loyers, les machins, on prend un appart, un hôtel. On paye, comme je vous l'ai dit, ça coûte cher, une inscription, je vous apprends rien, la licence à la base, tout ça, bon, mais on a besoin d'eux, tu vois. Mais comment on fait? Alors qui a raison, qui a tort? On boycotte pas, mais comment on fait?
Je sais pas. Moi, je vous ai parlé de deux situations. Beignat, qui est aujourd'hui le pro, qui sera à l'UTMB 2024, pour les raisons que je vous ai dit, et de toute façon, pour moi, il n'y a même pas à discuter. C'est comme ça. C'est même si demain je reçois le mail ou qu'on me dit ouais mais t'es un suce-boule ou tu cautionnes. Non mais attendez les gars. Oh, montrez-moi vos comptes en banque. Et puis pendant des années, il y en a qui se gavent ou qui engrangent de l'argent. Ça leur dérange pas, tu vois. Ou que tu te fasses une certaine notoriété parce que tu as fait des résultats sur ces courses-là, ça dérange pas. Par contre, maintenant, ça dérange. Ah ouais, mais tu rends tout le pognon que tu as pris, ou toute la notoriété que tu as gagnée grâce à ça, tu le rends, tu vois. Je vais peut-être pas me faire que des copains, mais à un moment donné, je dis pas qu'ils ont tort. Mais chaque cas, il faut regarder chaque cas individuellement, tu vois. Moi, je connais pas les contrats qu'ils ont, je connais pas les biens qu'ils ont, je connais pas l'argent qu'ils ont, les ressources financières. Mais quand tu mets un coup de pression comme ça, je pense que c'est que derrière, t'as quand même le cul sur les roses. Hein. Mais par contre, moi je l'ai le cul sur les roses en ce moment. Mais j'ai la fleur au bout et je suis assis sur les tiges avec les piquants de rose, tu comprends? Et quand les piquants, là, ils te chatouillent, là, excusez-moi parce que ça monte un peu, là, mais que ça chatouille un peu tu vois, les alentours, là. Là, ça pique et ça fait mal, tu vois. Donc tu te dis, oula, attendez, je vais quand même essayer de m'approcher de la rose qui est au bout, là, des pétales, tu vois, qui sont toutes confortables. Donc, je vais pas jouer. Donc, voilà. C'est un sujet, en fait, tout le monde aura son point de vue, tout le monde... mais moi, je vais vous dire, mais tout le monde ouvre sa gueule et tout le monde chape. Mais c'est un peu ironique. Enfin, c'est amical, ce que je dis. Je veux pas vexer les gens. Mais finalement, ça dérangera pas les gens de payer 100 balles un dossard sur une course de 80 bornes ou 50 euros sur une course de 30 bornes. Finalement, tout le monde se plaint, mais tous les trails sont ras la casquette, ils ont de plus en plus de monde. J'ai raison ou j'ai pas raison? Oui, j'ai raison. On voit hein, la ferveur et Exactement. en peu de temps, comme les inscriptions repartent à la hausse. Et tout à fait, exactement. Et puis, autre chose, tu vois, j'arrive de ma dernière course d'un pays asiatique où je ne connaissais rien du tout à l'Asie, mais je peux vous dire que l'engouement du trail en Asie, c'est un truc de malade. C'est incroyable. Parce que eux, ça leur fait pas peur de traverser avec l'avion la terre et de venir à Chamonix ou autre. Parce que je peux vous dire que les courses UTMB, ils en sont friands. Mais vraiment friands. Et j'ai discuté longuement avec une demoiselle avec qui on a partagé un long moment sur un sentier d'entraînement, quoi. Et donc ouais, on a échangé sur tout ça. Mais ils sont dingues de nous en Europe et ils sont très 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 nombreux là-bas. Il y a un marché asiatique, enfin j'invente rien en disant ça, mais je veux dire que si nous de toute façon on commence à râler, il y a de l'argent ailleurs, il y a de l'argent. Hein, de toute façon, donc vous savez, les grosses courses, ils vont avoir du monde, hein, avec l'engouement qu'il y a, parce que même ceux qui râlent, mais c'est compliqué. Voilà, donc c'est compliqué évidemment, selon où tu te positionnes, mais je pense quand même que moi j'ai été clair sur ça. Si j'ai pas été clair, eh bien, on peut me reposer des questions, il n'y a pas de souci, parce que peut-être j'ai oublié de répondre à quelque chose, mais Moi, je voilà. trouve qu'on est à une période assez fascinante du trail qui est en train de se structurer et où on voit des gens tenter des choses, essayer de créer des circuits, et puis en fait, il y a d'autres choses qui se font ailleurs, et puis au final, il va falloir que tout se structure et créer une seule unité pour avoir une cohérence là-dedans. Et puis bon, à l'UTMB, ils en sont quand même pour beaucoup dans cette notoriété que le sport a aujourd'hui. Donc on peut pas leur retirer ça et enfin c'est quand même une fierté. Enfin moi j'en suis tout ce qui est réussite française, j'en suis toujours admiratif parce que on dit souvent que la France est en déclin, que si que ça, mais en fait quand il y a un succès, on doit être fier aussi de ce qu'on fait de bien.
et que qu'on brille à l'international grâce à des choses qu'on fait bien. Et ça, on pourra jamais leur retirer à l'UTMB d'avoir réussi à développer notre sport, quoi. Hein. Quand même, faut leur laisser ça. Oui, complètement. Moi, si je devais, alors, si je devais donner un reproche, je ne sais pas s'il y a du monde qui sera d'accord avec moi, mais à ce système-là de l'UTMB, moi, je ne parlerai pas de l'aspect financier, tout ça, parce que bon, ça après, voilà, mais ce qui me dérange aujourd'hui, mais c'est peut-être pas l'UTMB en lui-même, c'est peut-être, je sais pas si c'est l'Europe, la France, mais en fait, quand tu t'en vas faire un ultra, alors il te faut dans le sac 3 slips de rechange, il te faut 4 lunettes de rechange, alors là, c'est évidemment, j'exagère, hein, mais en fait, quand vous voyez, on nous prend pour des neuneux, quoi. Et ça, tu vois, je suis partagé entre ouais, mais s'il y a un orage qui pète, ceci, cela, bon d'accord. Mais à la base, nous les trailers, à la base, nous sommes tous des gens qui sommes des passionnés de nature, qui respections la nature, qui courons en connaissance de cause des risques qu'il peut y avoir, et qu'on t'impose un minimum, mais un minimum, quoi. Une couverture de survie, je vais pas faire là, voilà, une veste, ceci, cela. Mais après toutes les histoires là, t'as le sac, il est à péter, rapété, il est rempli de partout. C'est pas une question de poids, parce qu'on a tous, voilà, le même poids à porter, si on respecte tous les choses. C'est pas ça. Mais c'est qu'on les prend pour des neuneux. Donc moi j'arrive de la hard rock, tu vois, l'année dernière, je connaissais pas. Bon, mais là-bas, en fait, si tu veux y aller le sac vide, tu vas le sac vide. Par contre, si tu te fais manger par un grizzly ou défoncer par une, je sais pas moi, faire, bon, ouais, un élan peut-être, ouais, ouais, s'il a le petit, il peut te défoncer. Bon, mais tant pis pour toi, tu vois, t'as qu'à avoir le nécessaire, tout ce que tu veux. Bon, pour l'anecdote, j'étais tellement courageux à la hard rock, je crois que je l'ai jamais dit ça, tu vois. J'avais un Opinel dans le sac. Tellement j'étais péteux, tu vois, mais marque française, Opinel, je m'étais fait pas des films, je m'étais dit, mais si tu es en difficulté face à une bête, parce que j'en avais tellement eu d'anecdotes pendant mes jours précédents la course, que tu vois, j'ai couvert mon Opinel. Bon, ça, bref, mais c'est marrant, mais je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. La toute, en plus, c'était pas le gros, c'était la petite lame, tu vois. Bon, mais bon, on ne sait jamais. À part couper une girole ou un petit cep, bon, bref. Mais je l'avais. Mais c'est vrai qu'à l'UTMB, aujourd'hui, quand tu fais des courses comme ça, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, entre guillemets, on déresponsabilise un peu tout le monde parce que tu as le gros package qui est obligatoire, parce que sinon, dans les normes françaises ou européennes, s'il y a un accident, ça sera l'organisateur qui est en charge. Alors oui, peut-être il n'y a pas le choix, tout ça, mais ça, c'est lourd, tu vois. Franchement, c'est lourd. On t'arrête, on te vérifie le matériel, mais oui, mais si on te vérifie, c'est parce qu'il y a de la triche, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas joué le jeu. Bon, ça fait chier. Bon, comment, mais on en oublie l'essence voilà, de notre sport, tu vois. Il y a, putain, ça, ouais, comme les tricheurs, tu vois, ceux qui trichent, qui font des portions de course, qui les font pas en courant, qui se font transporter par des moyens. Oh, quand j'entends ça, moi, que j'apprends ça, bon, ben là, par contre, eux, c'est un problème psy. Hein. Là, par contre, là, c'est un problème psy. C'est clair. Comment tu peux faire un ultra, François, et tout ce qui m'écoute, en montant sur un vélo, en trichant faire une partie en vélo, en se faisant tracter par des sangles, quand on entend tout ça, là, c'est du domaine psychiatrique. Je comprends pas. Donc, il y a de la dérive à tous les niveaux. Et voilà, si moi je devais reprocher, alors je dis pas qu'il y a de la dérive sur l'UTMB, c'est dans le trail, hein, attention. Mais moi, ce que je reproche à l'UTMB là, c'est sur toutes les courses UTMB, t'as le package, il te faut, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront à travers moi. Mais écoute, si t'as un problème, tu l'auras pas la prochaine fois. Hein. Si t'as un souci de frontal, si t'as un souci, t'avais pris qu'un seul flasque d'eau de 50 ou de 400 ml, t'aurais dû en prendre 2 ou 3 parce qu'il faisait trop chaud en Thaïlande.
tu fais une déshydratation, tout ce que tu veux, un peu ce qui m'est arrivé là-bas, ben c'est ta faute, Benyat. C'est ta faute. T'as pas pris la couverture de survie, machin chouette, c'est ta faute. T'as pas. Bon, mais ça, je l'obligerai. Mais voilà. Enfin, j'espère que j'ai été un peu clair sur tout ça. Ouais. Ah, c'est un vrai Ouais. sujet, hein, tu as raison d'en parler. C'est un vrai sujet. Qu'est-ce que tu obliges, qu'est-ce que tu laisses à la responsabilité du coureur. Comme je le dis souvent, c'est une phrase qui était placardée sur les murs lors de ma précédente expérience pro. J'étais pompier de Paris avant, et les officiers, ils aimaient écrire ce sont les abus qui nous font durcir les règles. Et cette phrase-là, je l'ai gardée, et les organisateurs, en fait, c'est quand il y a des accidents, des histoires d'assurance qui mettent une couche de plus, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et t'en finis plus, et t'arrives, comme tu dis, à devoir transporter des trucs que tu sais pertinemment tu t'en serviras pas. Aujourd'hui, les bulletins météo sont quand même assez fiables, et t'obliger à avoir une veste, même une veste, hein, quand tu sais pertinemment que alors je dis pas, peut-être pas en montagne, parce que c'est quand même des fois elle est un peu aléatoire, mais sur une région comme le Finistère, est-ce qu'on est vraiment obligé, par exemple, d'avoir une veste si on sait pertinemment que sur les 3 jours qui suivent, on va avoir un temps magnifique? Bon, la question se pose, hein. La question se pose, hein. Mais, C'est intéressant, c'est un vrai sujet. François, la veste et la couverture de survie, oui, mais le bas étanche, Ouais, le bah, lycra dessous qui tient chaud, le bandeau ou le bonnet au choix, la paire de gants ou pas. Bon, mais là, tu vois ce que je veux dire. La veste, hmm. euh, tu tombes, c'est la nuit, il fait froid, donc tu te mets la veste, quelqu'un d'autre te met la couverture de survie, tu tombes pas en hypothermie, bon voilà, tu vois. Mais tout le reste que je viens d'énumérer, oui, j'en oublie, enfin, tu sais, voilà. Hmm. Voilà, le téléphone portable. Mais le téléphone portable, franchement, mais pour tous ceux qui me... Voilà, on fait tous des ultras là. Quand on part pour 40 heures, vous pensez qu'avec toutes les datas allumées, quand tu vas faire l'UTMB, tout machin, alors déjà l'autonomie, bon, la taille du portable, vous avez vu comment c'est les portables aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des petits téléphones, hein, c'est compliqué. Et ensuite, tu vas passer en Suisse. Si t'es pas suisse, le forfait, j'espère que tu n'auras pas un coup de bambou à la Foulie ou à Champélac, hein, ou à Trient. Hein. Parce que si là, tu as un coup de bambou, que tu restes assis pendant 3 heures au bord du ruisseau, que tu reçois des messages de partout, qu'est-ce qui t'arrive? Ta GPS, ton suivi GPS, il marche plus, tu es en problème, ceci, cela, tu reçois des messages, chaque message facturé, je sais pas quoi, boum. Là, tu vois, j'invente rien en disant ça. C'est la réalité. C'est vraiment la Ouais, ça, réalité. ça m'est arrivé sur la TDS. On part en Italie, et c'est vrai que j'avais pas percuté Mais à tu te fais ça. défoncer. Tu Eh te fais oui, défoncer. ça m'est arrivé. Vrai, c'est une Ouais, histoire vraie. Ouais. tu te fais défoncer. Parce que la réalité, elle est là, tu vois. Et après, ouais, d'accord. Tu vas le mettre en sonnerie. Pour tous les fans que tu as qui vont à longueur de journée t'envoyer un message tout le long. T'es 43e là, allez, il te reste plus que 15 heures de course, allez, courage, biou, ça va sonner, biou. Moi, l'essence du trail, c'est pas ça. Hein. L'essence du trail, ça serait déjà sans téléphone. Déjà. Il y a quand même suffisamment de points de ravitaillement qui sont relativement espacés. On a des puces GPS ou pas, mais dans les courses, il y a des serre-fils. S'il doit y avoir un problème de santé, il peut être quand tu es dans le lit avec ta femme ou avec ton mari ou avec ton copain, tout ce que tu veux, tu peux faire un arrêt cardiaque. Hein. Et là, on va pas venir te chercher. Oh putain, il est mort en faisant l'amour à sa femme. Ben ouais, et alors? Et là, il est mort sur un sentier de l'UTMB. Ben oui, c'est le destin. Ça s'appelle le destin, là, les gens, là. Là, tout le monde qui m'écoute, ça s'appelle le destin, tu vois. J'ai pas envie de mourir, mais à un moment donné, c'est sur protection, sur machin. Mais non, tu vois, le téléphone, t'en as pas. Tu pars faire un trail, t'en as pas. Parce que ça se trouve aujourd'hui avec le téléphone, je dis n'importe quoi, je vais encore plus loin. Ah ben, tu vois, je vais ouvrir une parenthèse là, et vous allez vous dire, il est chiant, Beignat. Mais tu vois, j'ouvre une parenthèse, que ça me fait tilt, là, avec le téléphone aujourd'hui. Ben, tu vises vraiment quelque chose devant. Mais on te tient informé de tel, il est comme ci, il est comme ça, mais t'es informé en temps direct, tu vois. Tu peux avoir une oreillette et on te dit, t'es là devant, c'est en train de péter, attention, t'attends 2 minutes, t'attends. Mais vraiment, là, c'est en temps direct. Comme un peu les oreillettes au vélo, tu vois. Moi, j'ai pas envie Ouais, de ça dans mon sport.
C'est à ça que ça me faisait penser. Ouais. Autre chose là, les patchs de glycémie là, qui sont à la mode pour beaucoup d'athlètes, et certainement, peut-être moi aussi je vais essayer parce que, voyons, ça te contrôle la glycémie, ça te permet de contrôler, voyons, si tu fais une hypo et compagnie là, tu vois. Mais tout ça là, t'as ton téléphone sur toi, en direct là, t'as ton coach, ton médecin, tout ce que tu veux, il est dans son salon, à Paris, à Tardets, à Bayonne. Il te dit, attention, là, t'es en chute, prends un gel, ceci, cela. Non, mais on va où, là? Parce qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, là, peut-être ça existe déjà en trail, mais ça existe à vélo et compagnie, ça se fait un peu, ça, tu vois. Et là, par contre, moi, j'ai des attaches à mon sport, et là, ça me dérange, mais à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que là, le téléphone, là, là, ça fait plus rigoler, tu vois. Parce que toi, tu te bats comme un con, là, avec tes armes, tu vois. T'as une défaillance ou pas, ou t'es bien, t'es dans un bon jour, enfin bon, mais tu fais un peu la course à la sensation, tu vois, c'est un peu, ben voilà, c'est un peu au bonheur la chance, hein. Tu t'es établi un programme de chrono, tel passage à Champé, je passe à temps, ou à Courmayeur, je passe à temps, à Champé, je passe à temps, à la Valorcine, je passe en temps chrono, tu vois, t'essayes de t'y tenir, pas, tu vois, t'as le côté instinct, trail, enfin, l'essence de notre sport. Là, si on commence à courir face à des gens qui sont comme ça, tout calibrés, tout professionnalisé parce qu'ils ont des datas, des machins, une puce dans le maillot. Non, mais là, on n'a plus du tout le même. C'est pas du tout pareil, quoi. C'est comme le gars, moi je vais courir avec un gars qui est chargé comme une mule à l'EPO ou compagnie. Ah ben ouais, il va me mettre 2 heures dans les dents. Et tout le monde va l'applaudir, c'est un héros. Ah ouais, c'est un héros, ouais. Mais pour moi, il a même pas l'odeur de l'homme, lui. Ou de l'humain, quoi. Si c'est une dame, c'est pareil. Il a même pas l'odeur d'un humain. Le pauvre, il se respecte même pas lui-même, le pauvre. Hein. Mais bref, ça dépend l'éthique et comment on voit les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils vont te donner et ouvrir la gueule peut-être comme moi je le fais, mais par derrière, ils font tout le contraire. Ouais, ok, ouais, parce que je pense que ça doit exister, tu vois. Mais, euh, mais je crois encore aux valeurs, moi. Je crois encore aux valeurs humaines et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et comme toi, comme nous, et qui sommes dans la même vision des choses, tu vois. Mais battons-nous. Alors, je sais pas jusqu'à avec nos moyens comment nous pouvons défendre ça, mais ça, c'est un sujet là que j'évoque et qui, attention, parce qu'attention, rien ne nous dit que c'est pas fait aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, les mecs avaient des téléphones, sur un ravitaillement, on te change le téléphone, si tu as un problème de batterie, et voilà, t'es au courant de tout ce qui se suit, tu suis la course, attention, là, ralentis un peu, parce que t'es comme ci, t'es comme ça, là, voilà, tu vas faire une hypo, enfin, je répète ce que j'ai dit, mais voilà, si ça en arrive là, c'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors, il faut mettre des règles maintenant. Tout le monde a droit de se charger comme de la mule. On part, c'est un rail de cocaïne au départ de la course. On est tous en train de sniffer, on disjoncte tous. Oh, t'as vu, il y a un éléphant blanc, vert et rouge aux couleurs du Pays Basque sur le haut du Mont Blanc. Ah ouais, putain, moi je l'ai vu, il était jaune et noir. C'était Marmissol, tu sais, les couleurs jaune et noir. Putain, mais non, il était rose, l'éléphant. Tu vois, non, mais vous allez vous dire, il est bête, ce baignat. Mais, mais non, il est pas bête. Il en peut plus de beaucoup de choses, tu vois, de dérives de partout, là. Il faudrait recentrer certaines choses. Et il faut qu'il y ait des gens qui aient les corones et des filles, hein, qui n'en ont pas, mais qui ont des valeurs comme nous, mais qui mènent dans la main, là. On recentre certaines choses, tu vois. On a quand même du poids aussi, tous, là. On a quand même du poids pour dire à un moment donné, arrêtez, quoi. Ou on veut changer, voilà. Enfin, j'espère que j'aurai du monde qui me soutient. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce sujet du dopage finalement presque technologique. En fait, c'est où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence. Mais le sujet des patchs, effectivement, ça pose question. Alors c'est hyper intéressant pour des gens qui ont certaines pathologies médicales et qui s'en servent et qui, grâce à ça, ils sont en capacité de contrôler leur glycémie. Mais effectivement, quand on va aller chercher de l'optimisation, est-ce que on n'est pas finalement avec un avantage que d'autres n'ont pas? C'est une vraie question. Ouais. Mais complètement. C'est bien sûr, complètement.
Benyat, on est déjà à 1h39 d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour peut-être clôturer notre échange d'aujourd'hui? Alors, ça n'a rien à voir avec le trail, mais non, je suis très 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 inquiet. Je suis pas du tout dans le milieu de la politique, mais je suis très inquiet et très triste de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et ça me touche beaucoup parce que je n'ai pas de télé à la maison, mais quand même je me tiens informé. Et quand je vais chez papa et maman, et j'y suis tous les jours, puisqu'à la ferme j'y passe tous les jours, hein, je vois quelques images de ce qui se passe et je suis inquiet de ces guerres, de ces choses abominables là. Le monde va très 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 mal et ça me fait beaucoup beaucoup de peine pour nos enfants, pour les générations futures, pour plein de choses parce qu'on est en train de se mentir. Tout le monde se ment là et on va me dire ouais ça a toujours existé dans la nuit, depuis la nuit des temps. Il y a des guerres de ceci, de cela. Oui d'accord, mais le monde a évolué, les technologies ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont permis quand même de la prise de conscience de beaucoup de choses. Et je suis très très attristé de voir mon monde comme ça. Ça me fait beaucoup de peine. Parce que j'ai peur. J'ai peur et je sens que ça va mal finir. Là, ça joue là, au plus haut point. Tu vois, on n'est plus dans le sport. Hein. Là, on est dans les choses réelles. C'est en train de jouer sur des... Voilà, c'est moi le plus puissant, non, c'est moi, non, ça, c'est moi l'État qui est... le plus de richesse, le plus de patati patata, et jusqu'où ça peut aller. Nous, tu vois, nous sommes tous des petits qui subissons ça, et encore une fois, nous, on est bien lotis, tu vois, on est en France, on est bien, mais ça me fait, j'ai beaucoup de mal pour tous ces gens qui, innocemment, gratuitement, laissent leur vie pour des règlements de compte d'ego, et c'est inadmissible et inacceptable. Je suis très, très malheureux de ça. Voilà, ça me touche beaucoup parce que j'aime l'humain. L'humain est, voilà, j'aime l'humain. On a beaucoup, beaucoup de belles valeurs quand on respecte tout et on mérite pas de voir notre monde comme ça et j'espère que ça s'arrangera et que des gens, voilà, intelligentes sauront, j'espère, même si c'est très mal embarqué, mais arranger tout ça, voilà. Et pareil pour notre environnement, notre planète, et qui est en train de changer, de s'affoler de partout, de nous crier au secours, au secours, au secours. Et voilà, il faut qu'on y arrive tous main dans la main. Bah, c'est touchant et ça me fait penser à une phrase qui résume ça et qui dit que c'était Paul Valéry qui disait que les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent parce que des gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et c'est le dialogue, en fait, la communication, et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc on arrive à se parler, à mettre en place des actions, des choses qui vont faire avancer en fait le système en toute bienveillance. Et bien finalement, on finit toujours par trouver une solution, même si elle n'est pas évidente dès le départ. Elle passe par des moments un peu chiants, un peu pénibles. Mais on finit toujours par trouver en fait des solutions aux problèmes qu'on a. Mais il faut communiquer. Et aujourd'hui, on vient d'avoir une belle communication. En tout cas, Benyat, je suis très content d'avoir participé avec toi à cet échange encore une fois. Merci beaucoup pour ton temps, parce que je sais qu'il est très précieux avec tous ces entraînements. Ce matin, tu m'as envoyé des vocales sur ton vélo. Là, je sais que tu vas aller courir. Donc, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois à l'échange d'aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment. Merci encore. Merci à toi, François. C'est un plaisir, comme à chaque fois. Et merci à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, Benyat. À À bientôt. très bientôt. Au revoir, merci.